Raquel Garrido, que je vois juste derrière la caméra et qui entre sur ce plateau, puisqu'on va évoquer à présent la situation à gauche, le nouveau Front populaire au bord de l'explosion. Bonsoir Raquel Garrido, merci d'être ici, cofondatrice du mouvement L'Après, ancienne députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. L'Après, c'est l'association pour la République écologique et sociale. Raquel Garrido, j'aimerais vous faire réagir à ces deux unes de l'Humanité et de, justement, Libération. Libération, Matignon pour les nuls. Quand vous voyez ce titre, comment est-ce que vous réagissez? Bon, c'est sévère, mais en même temps, je pense qu'il y a une frustration là qui est largement partagée. J'imagine que, comme moi, tous les électrices et électeurs du nouveau Front populaire ont du mal à accepter ce qui se passe. Si vous voulez, nous, on a envoyé des députés Front populaire. Les gens n'ont pas eu le choix, en fait, du bulletin, n'ont pas eu le choix du candidat. C'est pas comme si au premier tour, les gens avaient départagé les insoumis, les socialistes et les autres. C'était imposé sur le bulletin, parce que l'accord avait eu lieu avant. Et voilà que maintenant que tout le monde est rentré dans l'hémicycle avec le label, en fait, l'investiture Front populaire, ils commencent à réorganiser des rapports de force comme s'ils étaient sortis des urnes, ces rapports de force-là. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc la seule chose qui a du sens, au fond, c'est cette collectivité, ce bloc Front populaire, qui est d'ailleurs celui qui permet de demander au président de la République de nommer un Premier ministre Front populaire. Parce que si on ne réfléchit pas à l'échelle du bloc, il y a aucune raison que ce sont de belles paroles, mais qui ne s'entendent absolument pas. Depuis maintenant 10 jours, on assiste quand même à un spectacle assez affligeant à gauche. Vous partagez ce constat? Je ne dirais pas que c'est un spectacle affligeant parce que... Pour vos électeurs, en tout cas. Pour vos électeurs. Je pense qu'il y a... D'abord, je pense qu'il y a eu, selon moi, une faute stratégique qui est de mettre la pression sur nous-mêmes alors que, institutionnellement, le pouvoir de nommer le Premier ministre n'incombe que sur la tête du président de la République. En conséquence de quoi... Donc vous condamnez Jean-Luc Mélenchon, sa déclaration de juste après le deuxième tour? Pourquoi pas du tout. Quand vous dites c'est la déclaration où il dit qu'on va appliquer le programme. Tout le programme, rien que le programme. Donc, ça, c'est fermer la porte quand même. Mais non, pas du tout. Tout le programme, rien que le programme, il n'y a plus rien à discuter. Pas du tout. Je dis exactement le contraire. Je dis que le responsable de tout ceci s'appelle Emmanuel Macron. Et que à trop dire mais non, c'est constitutionnel. Article 8. Qui est la seule personne sur Terre à avoir le droit et le pouvoir de nommer un Premier ministre? Il s'appelle Emmanuel Macron. Donc il n'y a pas de nom à donner. Tout ce qui a été fait cette semaine, c'est quand même de faire croire justement que c'était vous. Et Jean-Luc Mélenchon, quand il prend la parole à 20h06, il se met quand même dans la position d'être celui qui va nommer le Premier ministre. Mais Jean-Luc Mélenchon n'a même pas parlé de Premier ministre ce soir-là. Pas du tout. Ni il a candidaté, ni il a nommé le mot Premier ministre. Donc là, vous mélangez tout, pardonnez-moi. Et donc, effectivement, je trouve que c'était probablement une erreur stratégique de la part des chefs du Front populaire d'organiser cette mise en scène de leur propre discussion, comme si, en fait, ils en avaient l'autorité au final. Bon, qu'ils en aient la responsabilité politique, c'est entendu. Évidemment que si on veut pousser le président de la République à nommer un Premier ministre ou une Première ministre Front populaire, il vaut mieux avoir quelques idées, quelques cartes en main. Et de ce point de vue, on remarque quoi? Que le huis clos entre les 4 chefs des partis tourneront en fait, tourneront. Oui, et qu'est-ce que vous dites à vos électeurs qui se sont déplacés en nombre, il faut le dire, qui ont fait parfois de longues files d'attente, en tout cas dans les commissariats, pour avoir des procurations, pour aller... Cette mobilisation, cette participation importante, d'ailleurs, qui a bénéficié également à d'autres partis, au Rassemblement national, à l'ensemble de la classe politique. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir quand ils regardent justement cette une de Libération? Qu'ils doivent se mobiliser pour que leurs députés ils se sont mobilisés. se réunissent, pardonnez-moi. Je pense que les députés doivent se réunir. Tous. Même au Vatican, le conclave vote. D'accord? Donc il faut que le périmètre de tous les députés Front populaire doivent se réunir. Mais pas les sénateurs. Certains disent qu'il faut y ajouter les sénateurs, parce que c'est le Parlement, globalement, qui soutient ou non un gouvernement. Ça, je laisse vraiment les parlementaires s'organiser. Bien sûr. Mais après, pardon, pourquoi pas, mais est-ce que les sénateurs se disent Front populaire?
Est-ce que les sénateurs ont été élus? Ils n'ont pas été élus sur Ils n'ont pas été élus sur l'étiquette Front Populaire. Bien Il y a des socialistes, des communistes, des écologistes. Oui, mais d'accord. Sauf que c'est pas la même logique. Là, on a une logique sortie des urnes. C'est le bloc principal, c'est le bloc des députés Front Populaire, et c'est ce qui permet de dire au président Macron maintenant nommer quelqu'un de chez nous ou quelqu'un sur lequel nous on est d'accord. Comprenez que le président de la République, garant des institutions, peut quand même, avant de nommer le Premier ministre, vous avez raison, c'est de sa prérogative, regarde un peu ce qui se passe dans ce groupe. Parce que si on nomme un Premier ministre qui se fait bananer, même à l'intérieur, par ses propres amis, parce que le RN avait été clair, le désordre. Le RN avait été clair, c'était Bardella. Les sortants avaient été clairs, c'était Attal. Et le Front Populaire avait dit, ah non, on dira après. Bah l'après, sans jeu de mots sur votre nouveau mouvement, il dure. Moi, ce que je recommande, c'est un processus, comme on le voit par exemple lorsque les commissaires européens recherchent la validation par le Parlement européen, ou les membres de l'exécutif aux États-Unis, lorsqu'ils sont entendus, auditionnés par les commissions parlementaires. Je pense que c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est-à-dire à l'Assemblée nationale, il doit nommer qui? C'est exactement ce que vient de dire Fabien Roussel sur Twitter, qui explique qu'il faut désormais aller au vote. Pas de consensus, il faut aller au vote. Là où les impétrants doivent, selon moi, se présenter en fait physiquement devant les députés, répondre aux questions. Quid du contrat de législature du Front Populaire qui donne mandat aux députés? On n'y adhère pas. Quel rapport, quelle conception des liens entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif? 49.3, pas 49.3, gouvernement comment? Quel périmètre, etc. Quel ordre du jour prioritaire? Quelles seraient les premières lois? Ce genre dans une société démocratique adulte, c'est ça qui aurait lieu. Parce que tout le monde a parlé en désordre absolu. Sur le 49.3, par exemple, c'était impressionnant. Oui, alors que sur le 49.3, on peut penser que ce ne sera pas dans les moyens d'un gouvernement populaire, vu qu'il y a l'alinéa, le 49.3 permet en fait à la Chambre de provoquer une motion de censure, et donc dans ce cas-là, le gouvernement tomberait. Donc moi, ce que je propose, et ce que je me dis comme citoyenne Front Populaire, c'est de dire, organiser cette audition, qu'elle soit retransmise à la télévision. Il y aura du public, les gens vont regarder. Forme de transparence totale politique. Mais oui, pourquoi on fonctionne en huis clos? Ce huis clos, maintenant, ça y est, ils ont essayé, ça n'a pas marché. On est obligé de tester quelque chose qui, au demeurant, je trouve, est beaucoup plus moderne sur le plan démocratique. On sait que le problème de ce gouvernement issu du Front Populaire, parce que les adversaires l'ont dit, ça serait d'affronter une motion de censure immédiate s'il y avait des ministres LFI en son sein. Ça fait l'unanimité, RN, LR et une bonne partie de la majorité présidentielle sortante. Donc, est-ce que ces impétrants ne doivent pas, parce que c'est un principe de réalité, dire « je demande au LFI un soutien sans participation ». On tiendra compte évidemment de vos remarques, on va composer notre programme de gouvernement à partir du Front Populaire, mais vous ne pouvez pas être dans l'équipe parce que ça déchaîne nos adversaires. Donc si on veut durer, tu penses qu'ils vont accepter? Non mais attendez, tu dis ça, cheval de bois les communistes l'ont fait en 97 pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Aussi, si tu veux. Certes. C'était pas forcément inexplicable. Je ne dis pas que c'est agréable. Évidemment, c'est humiliant. Ils participent à une victoire et on leur dit, si vous êtes dans le gouvernement, on renverse ce gouvernement. Évidemment, c'est humiliant. Mais est-ce qu'il vaut mieux donner une victoire à l'extrême droite ou est-ce qu'il vaut mieux ruser un petit peu et permettre l'application d'un programme? Sauf qu'ils sont majoritaires, Christophe. C'est pas sûr. Ce qui n'était pas le cas. Je vous donne la parole juste après. Non, ils sont pas majoritaires dans le groupe. Si vous ajoutez socialistes, écologistes, et après, et communistes. C'est le premier groupe du Front Populaire. C'est pas majoritaire. Vous avez la parole. C'est pas forcément le premier groupe, on le saura jeudi. Ce raisonnement, à mon avis, est faux et constitue une sorte de harakiri du Front Populaire. Pourquoi? Parce que ça n'est que en tant que bloc principal que le Front Populaire peut aspirer légitimement à avoir la fonction de Premier ministre. Oui. Si le Front Populaire se saborde en ôtant un tiers de ses députés... Mais pas à l'Assemblée, juste au gouvernement. Donc oui, mais pardon. Je suis d'accord. Si on n'est pas 190, mais 110... À ce moment-là, il n'y a plus aucune raison que ce soit un Premier ministre soutien sans participation. Donc ça c'est la soutien sans participation. Ça c'est fonctionnel à la thèse élyséenne, qui est celle qui, depuis le 7 juillet, refuse de nommer un Premier ministre Front Populaire. Donc, surtout ne pas faire ceci. Je pense que les impétrants, là où les impétrants doivent s'assurer du soutien de tous les députés de gauche. Bien sûr, le soutien, oui, mais mettre des ministres LFI au gouvernement, vous savez que ça déclenche une motion de censure. C'est là le harakiri. C'est kamikaze. Je suis pas d'accord avec ça. On n'est pas en train tout simplement de constater que les masques tombent
que l'accord du 11 au 12 juin était insincère, qu'on a fait semblant de s'aimer parce que l'urgence politique... Il était arithmétique. Et qu'on l'a fait de bonne foi, mais que les divergences étaient telles, les fractures étaient telles, les plaies étaient encore tellement ouvertes que finalement, à l'heure de la vérité, on ne peut pas s'entendre. Est-ce que le mieux, c'est pas de constater l'échec pour repartir sur une base nouvelle, chacun pour soi, que d'essayer de faire vivre cet enfant mort-né qui s'appelle le Front Populaire, qui n'a aucun avenir, si ce n'est le risque de détruire encore plus les forces de gauche, les forces du progrès, les forces du travail. Là, c'est un appel... Moi, j'ai vécu l'expérience de la NUPES et il n'est pas impossible qu'il y ait un degré d'insincérité dans un accord de circonscription. En revanche, le vote des Françaises et des Français est tout à fait sincère. Et il donne mandat aux députés. Aujourd'hui, je prends... l'exemple, parce qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Vous êtes la preuve vivante de cette insincérité, vous, personnellement. Attendez, la victime. Attendez. Chez nous, c'est différent. On y viendra les gens juste après, parce qu'on a le temps. Donc, je prends le cas Sophia Chikirou. Sophia Chikirou, qui a eu des propos aujourd'hui très agressifs à l'égard des socialistes, des punaises de lit. Sophia Chikirou, elle est élue majoritairement par des voix socialistes. D'accord. Dans sa circonscription, c'est Glucksmann qui arrive en tête le 9 juin. Donc, Sophia Chikirou est sociologiquement une députée socialiste. D'accord. Et Olivier Faure, un député LFI. Donc, je ne sais pas parce que j'ai pas bien regardé la circonscription d'Olivier, mais c'est possible, effectivement, dans la circonscription d'Olivier, Faure, le 9 juin, que Manon Aubry ait été devant. Ça revient à tous ces électeurs qui y sont allés en se pinçant le nez parfois pour... Voilà. Donc maintenant, je dis à tout le monde, il faut baisser d'un ton. Parce que vous n'avez plus le droit de faire cette guerre au sein des gauches. Vous n'avez plus moralement le droit de maintenir cette guerre des gauches. Vous avez été élu par des gens qui ont voté pour le logo nouveau Front Populaire, les objectifs sont pas les mêmes. Indépendamment de savoir si vous étiez insoumis, socialiste, communiste ou autre. D'ailleurs, les seuls cas où les gens ont vraiment eu le choix, c'est dans les circonscriptions des purgés de la France insoumise, où là, vraiment, il y a eu le choix. Les gens ont dû choisir entre un bulletin insoumis mélenchoniste et un bulletin insoumis unitaire. Et ils ont voté pour qui? Les insoumis unitaires. D'accord? C'est-à-dire que vraiment, on était dans une vague vote de conviction démocratique unitaire. Il faut partir du principe que notre électorat, c'est pour ça qu'il nous a mis là. Et c'est ça donc qu'il faut rendre vivant. Donc ce que vous craignez, c'est la tromperie sur la marchandise. On a vendu au peuple de gauche une idée collective qui finalement s'avérerait un mensonge ou un échec. Et ça n'est pas un mensonge puisque elle n'existe que par le vote des citoyens. Et parce que les peuples y a cru. Non, mais c'est pas qu'il a cru, c'est qu'on ne peut pas effacer un vote. Le vote, il est là, ces députés-là. Non, mais c'est foi. Non, mais c'est d'accord, c'est ça qui vaut. Mais sur un programme commun également, Péricot. Qu'est-ce qu'on a appris avec la NUPES? Vous croyez que les gens votent sur un programme? On a appris, oui, je peux vous dire qu'augmenter le SMIC à 1 700 €, augmenter le point d'indice des fonctionnaires, supprimer la loi retraite de Macron, et ainsi de suite, faire payer les milliardaires un petit peu plus d'impôts pour que ça ruisselle sur l'école publique, l'hôpital public. C'est peut-être un mélange de tout ça. C'est pas forcément l'un ou l'autre, peut-être un mélange de tout ça. Olivier Vial. Non, mais effectivement, ce qu'on voit quand même, et vous avez eu cette expérience, c'est qu'on a quand même l'impression que au fur et à mesure de la semaine, on revoit Jean-Luc Mélenchon et son cercle rapproché qui sont en train de durcir, de radicaliser parce qu'ils veulent pas que ça marche. Et qu'on a le tweet dont vous parlez de Sophia Chikirou. Honnêtement, parce que tout le monde prépare les présidentielles de 27. C'est tout pour que on ait un clash avec le Parti socialiste. Donc vous l'avez même vécu, ce durcissement, et il était le verre est dans le fruit, et ça ne marchera jamais parce qu'en fait Jean-Luc Mélenchon ne veut pas cette victoire du nouveau Front Populaire. Son agenda, il est ailleurs. Alors justement, en 2027, la gauche gagnera pas. Aucun candidat de gauche ne gagnera en 2027. Est-ce que vraiment l'objectif c'est de gagner par les urnes? C'est la question. Quand on voit ces passes d'armes incessantes entre les socialistes et les insoumis, on se demande véritablement s'ils veulent gouverner. Vous avez été député de la France insoumise. Quel est le logiciel? Quel est justement Parce que Laurence Tubiana était acceptée par les écologistes, par les communistes, par les socialistes, par 3 groupes parlementaires sur 4, et ça ne suffisait pas. Quel est le logiciel? Oui, mais Huguette Bello était aussi acceptée par 3 groupes sur 4, et ça n'est pas passé. Les écologistes avaient un peu plus de réserve. Bon, d'accord, donc j'en déduis qu'il faut sortir de ce huis clos des chefs de parti et que le moment est venu de passer au cadre le plus large qui est celui
des parlementaires du Front populaire. Et puis même, je répète ma proposition, faites des auditions comme on les fait dans les sociétés démocratiques où des gens veulent accéder à du pouvoir exécutif. Bien sûr. Parce que moi, pardon, Laurence Toubiana, j'aimerais bien, ça m'intéresse de savoir si oui ou non elle adhère au contrat de législature du Front populaire. Ça m'intéresse. Oui, en fait, j'en sais rien. C'est pas beaucoup exprimé. Donc voilà. Donc je veux bien. Moi, à la limite, ils auraient été les 4 sur 4 d'accord sur Laurence Toubiana ou sur Huguette Bello. J'aurais quand même préféré que ces personnes viennent dans une audition dire 2-3 mots quand même avant de décider que hop, allez, on y va, c'est vendu, c'est pesé, emballé, allez à Matignon. Sous réserve que le président de la République. Peut-être qu'on parle dans le vent depuis finalement des jours. Faisons un scénario là. On fait une sorte d'assemblée, de convention, des députés. On a un député, il y a un nom qui sort. Imaginons. Il sort un candidat. Il sort un candidat. Alors, c'est un candidat LFI, pas de bol. Et là, il se fait ratatiner au bout d'un mois. Non, d'abord, si on suit chronologiquement ce qui a eu lieu depuis 10 jours maintenant, la première phase où la France Insoumise proposait 4 noms, Mélenchon, Guettet, Bompard, Panot, cette phase, elle est derrière nous. Ah oui, ça j'avais compris, oui. Quand il y a eu la proposition du Huguette Bello, on a fermé une phase. Une séquence, oui. Une séquence. On ne va pas retourner en arrière par rapport à ça. Donc aujourd'hui, ce qui est sur la table, c'est clairement, il y a Laurence Toubiana sur la table. Si les Insoumis veulent faire une autre proposition, qu'ils la fassent en fait. Qu'ils la fassent. Et puis au final, que les impétrants viennent. Mais ça peut durer finalement des semaines. Pourquoi d'abord, oui, ça pourrait, mais ce serait dommage. Parce que plus le temps passe, plus on s'habitue à l'idée que le président gouverne tout seul, y compris en n'exerçant pas la plénitude de ses pouvoirs. Et puis vous perdez ce capital politique que vous aviez au soir du 7 juillet, Christophe. Le capital politique, il est lié au fait qu'on s'est mis ensemble très vite après cette rentrée déchirée pendant les européennes. Donc c'est simple, c'est super simple en fait. Quand on est ensemble, le capital politique, il monte en flèche. Dès que on commence à se désunir, le capital politique, il chute. C'est vrai que dans les sondages, les électeurs de gauche n'ont jamais cessé de réclamer l'union. Sauf que on ne peut pas faire l'union si on n'est pas d'accord sur un minimum de choses, et notamment des choses principielles. Or, c'est ça que l'on met à nu en désossant toutes ces hypothèses, c'est que sur les principes fondamentaux, il n'y a plus vraiment d'accord possible. Je ne crois pas, parce que moi je crois d'abord je crois à la sincérité des 4 mouvements et de tous ceux qui ont soutenu sur ce contrat de législature. La sincérité des électeurs, j'y crois. Non, mais je parle des mouvements politiques. Quand j'étais députée pendant 2 ans, j'étais députée insoumise, nous avons voté 95% des amendements socialistes. C'est ça le taux de convergence sur le fond entre les insoumis et les socialistes à l'Assemblée nationale. Quand on parle de l'Europe, quand on parle de la laïcité, très vite, on voit des divergences fondamentales. Alors on peut, sur des amendements, sur des textes, passer outre cela. Quand on en arrive à un contrat de gouvernement global, à former une équipe qui va devoir affronter des tempêtes politiques, ça devient plus difficile. À moins qu'il y ait un chef naturel qui s'impose, mais c'est pas... Non, il n'y a pas d'histoire de chef naturel, il faut qu'on en sorte de cette... Il y avait Jospin en 97. Oui, mais il faut sortir. Nous, on doit incarner un autre narratif démocratique par rapport à la toxicité de la 5e République macroniste. Mais ça marche pas. Donc nous, il faut qu'on incarne la collégialité, le caractère choral, ça c'est positif. Pour l'instant, c'est exactement le contraire que vous incarnez, avec ce qu'on voit depuis une semaine. On voit pas de chorale, on voit plutôt quelque chose de très dissonant. Parce que c'est un huis clos. Parce que c'est un huis clos et ça ne peut pas marcher. Et alors parce qu'on a besoin d'un cadre plus large. Les députés, ils vont voter, ils vont débattre face à des candidats. Voilà. C'est pour la présidence de l'Assemblée nationale. On nous dit qu'il y aura un candidat unique du Front populaire. Il pourrait même déjà être choisi. Est-ce que vous le connaissez ? C'est après-demain. Hein. Oui, je pense que une personnalité tient la rampe, même si ça n'est pas encore tout à fait décidé. Ce serait, à mon avis, Cyrielle Châtelain. Cyrielle Châtelain, plus qu'André Chassaigne. Oui, à mon avis, plus. Mais encore une fois, je ne suis pas dans ces négociations-là, donc ça, je peux pas vous dire. Mais pour le coup, là, c'est un domaine dans lequel il y a un accord des 4 présidents de groupe. Donc, à partir de là, ça devrait atterrir rapidement. Et là, les députés votent, parce qu'au premier tour, il ne faudra pas que manque une seule voix pour Cyrielle Châtelain, si c'est elle la candidate. Absolument. Ça sera le premier grand test, finalement, de ce Front populaire. Et vous verrez qu'il ne manquera aucune voix. Raquel Garrido, vous croyez sincèrement que si vous trouvez un candidat pour le Front populaire, unanime, reconnu par tous, il vient à l'Assemblée nationale, investi par le président de la République,
et présente le programme du Front Populaire, tout le programme du Front Populaire, rien que le programme du Front Populaire, il y aura un 95e député, un seul député du reste de l'Assemblée à voter ce programme. Est-ce que vous pensez qu'il y a... Vous voyez, vous êtes 193, il faut 289, même 230. Est-ce que vous pensez est-ce que ce programme va débaucher ne serait-ce qu'un seul député du reste de l'Assemblée? D'abord, on répète tous les soirs de la technique institutionnelle, mais les 289 députés, c'est ce qu'il faut en face de vous en pour motion une motion de censure. Oui. Pour les lois ordinaires, les articles, les amendements, c'est la majorité simple de celui qui est dans la salle. On ne vote jamais des lois. Je vous demande si vous allez trouver un député de plus. Vous êtes 193. Est-ce qu'il y aura 194 voix? Des lois à 280. C'est 194, je suis précis. Avec ce cas de figure, avec ce cas de figure que décrit Perico, c'est-à-dire un gouvernement pur et dur pour une application du programme pur et dur, vous déclenchez la motion de censure, les 289 contre vous, vous les avez très très vite. Ben, je ne sais pas, il faut voir. Faut voir parce que regardez. Je vais vous l'annoncer tout de suite. Non, mais écoutez, on verra parce qu'il faudra. L'extrême droite veuille déposer une motion de censure, c'est entendu. Que les macronistes s'y associent ils le disent, mais on verra bien. On verra bien sur quel sujet. Le SMIC à 1600, vous commencez par ça. Le plus important. Bon, ça, c'est un décret. Donc ça, c'est fait. Ce Premier ministre, est-ce qu'il demandera... Considérez que c'est fait. Est-ce qu'il demandera la confiance au Premier ministre? Vous avez reproché à Borne et à Attal de ne pas se soumettre à un vote de confiance. Évidemment, ils étaient en majorité relative. Est-ce que votre Premier ministre doit se soumettre à un vote de confiance? Là, on verra. Si Oui, parce qu'effectivement, le pari d'un gouvernement Front Populaire, c'est le pari que les macronistes décideront pendant un délai de décence de laisser le Front Populaire de vous laisser faire. Vous espérez un laisser faire. Parce que sinon, effectivement, ils sont majoritaires si s'additionnent l'extrême droite et les macronistes. Mais sauf que eux, ils n'ont pas l'intention de donner le pouvoir à l'extrême droite, c'est les macronistes. Non, mais ils n'ont pas non plus l'intention de vous le donner également. Ils l'ont déjà, parce qu'il y a une partie du groupe qui l'a déjà dit. Dans ce cas-là, le problème, c'est que les macronistes, c'est eux qui gouvernent depuis 7 ans. C'est eux qui ont mis le pays dans cet état-là, de pauvreté, de chaos, tout ce que vous voulez. Ils peuvent décider de rendre le pays tout à fait ingouvernable, ingérable, parce qu'ils font tomber tous les gouvernements. Ils en ont le pouvoir. Est-ce qu'ils feront ça? Moi, je donne, ça n'aura qu'une seule conséquence. La démission à court terme du président. Pardonnez-moi, mais ce soir, Gabriel Attal demande à créer cette grande coalition républicaine, justement, des socialistes aux républicains. Est-ce que vous êtes sûre et certaine ce soir que les socialistes ne vont pas se détacher du nouveau Front Populaire pour justement parler de cette stabilité, peut-être sur certains textes, en tout cas de ce pacte législatif? J'en suis sûre et certaine, absolument sûre et certaine. Qu'ils vont pas se détacher? Que les socialistes font partie intégrante et sont arrimés au Front Populaire. Personne ne veut des macronistes au pouvoir, à part quelques macronistes et leurs amis sur les plateaux. Personne ne veut des macronistes au pouvoir. Même si Matignon ait proposé un socialiste. Même si Matignon ait proposé un socialiste pour former cette coalition. Mais quel rapport? Parce qu'Attal peut dire je me retire, c'est un socialiste. Les socialistes, ils sont dans le contrat de législation du Front Populaire. Et dans ce cas-là, les républicains. Connaissez comme moi la capacité des socialistes, la plasticité du Parti socialiste. Ce qui m'épate vraiment, c'est la plasticité des élites françaises quant au principe démocratique. À l'époque où les sondages disaient que c'était Bardella qui allait gagner les élections, personne ne chipotait, personne ne partait du principe que le président de la République ne le nommerait pas. Bardella, Premier ministre. Et hop, surprise, c'est le Front Populaire qui gagne. Non. Et putain, ça fait... Pardonnez-moi. Non, mais Bardella, Premier ministre, parce qu'il aurait eu une majorité absolue. Non, pardon. Même dans l'hypothèse, ça c'est ce que lui avait dit. Oui, mais je parle moi de ce qu'avait dit l'Élysée ou de ce que comptait faire le président de la République. Le président de la République n'a jamais dit... Non, d'accord. Voilà, plasticité, c'est exactement ce que je veux dire. Argument à géométrie variable. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait appelé Jordan Bardella. Il n'y a plus personne qui dit on reconnaît le bloc majoritaire. Non, mais c'est pas ça, faut que ça soit viable. Faut que ça soit viable, Raquel. Mais attends, mais chaque chose en son temps. Déjà, pour commencer par mettre la pression sur votre président, notre président de la République, qui refuse de présider. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer qu'il y ait un autre bloc majoritaire plus important que celui du nouveau Front Populaire qui surgisse avec les macronistes?
Oui. Ben non, ça pardon, je suis désolée. Ces gens-là gouvernent depuis 7 ans. Non, oui, mais leur seule fonction morale aujourd'hui dans la société française, c'est de se mettre de côté et laisser sa chance à autre chose que eux-mêmes. Donc on est sur un blocage, institutionnel. J'imagine les gens à la maison là qui vous entendent doivent être exaspérés. Mais on cherche une solution pour que vous ayez mais vous cherchez une solution pour que les macronistes restent au pouvoir. Mais Gérald Darmanin, vous êtes d'accord avec le RN, alors vous avez des points communs aussi. Aujourd'hui, Gérald Darmanin dit il y a des choses intéressantes dans le pacte législatif des LR. Il est clairement dans l'idée qu'il voudrait mettre un LR à Matignon. Alors évidemment, avec une aile gauche de ces LR qui viendrait mordre sur la Macronie et la diviser, à son profit à lui, Gérald Darmanin, donc les anciens de droite qui sont passés chez Macron, et puis d'aller récupérer éventuellement les ciotistes qui se sont rendus compte qu'ils ont fait une énorme boulette quand même dans cette aventure. Et donc vous voyez, il y a une autre arithmétique possible. Oui. Elle fait pas 289, je suis d'accord. Mais vous voyez qu'il y a des cocktails. Mais elle est supérieure au NFP. Elle est immorale. Le fait que les macronistes veuillent s'accrocher au pouvoir malgré la double défaite. Attendez, laissez terminer. Défaite cuisante le 9 juin. Défaite cuisante le 9 juin. Décision folle de dissoudre. Défaite cuisante le 30 juin. Et 7 juillet, ils sauvent des meubles parce que nous, on a retiré nos candidats. Et à la fin, ces gens-là qui se prennent tatane sur tatane dans les urnes, oui, c'est vrai. Et qui exaspèrent tout l'Assemblée nationale, veulent gratter encore. L'Assemblée nationale est organisée en groupe. Arrêtez. Combien pèse votre groupe, le groupe écologiste? Combien êtes-vous? Combien sont vos amis de l'après dans le groupe écologiste? L'après, 5. 5. Dans le groupe écologiste, donc ça doit faire au total 38. Renaissance ensemble pour la mais parce qu'à l'Assemblée nationale, on compte en groupe. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas dire c'est immoral. Vous pouvez dire c'est immoral que les macronistes cherchent à gratter encore des Par contre, vous accepteriez qu'ils s'abstiennent. Vous accepteriez qu'ils s'abstiennent. Oui, même c'est pas comme ça. C'est que je leur demande. Je vous annonce. Si vous avez un gouvernement, je les prie de bien vouloir laisser gouverner le Front populaire. Voilà. Non mais ça, je finis juste. Par simple arithmétique. Pardonnez-moi, il faut faire tourner la parole. Roselyne Bachelot, merci. À partir du moment où vous arguez du nombre de vos députés pour réclamer le poste de Premier ministre, vous ne pouvez pas refuser la logique du nombre à une autre coalition. C'est la coalition qui a perdu. La coalition, les macronistes ont perdu les élections, oui ou non? Oui, les gens ont du mal à le dire. Personne n'a majorité absolue, ça complique le jeu. Vous les avez pas vraiment gagnés. Vous les avez pas vraiment gagnés. Non, mais ça c'est pas bien. C'est là quand je dis la plasticité sur les principes démocratiques. C'est quand ça vous arrange de reconnaître. On va faire un calcul simple. Vous avez le gouvernement. Vous arrivez devant l'Assemblée. Vous avez le risque d'être systématique. Je ne parle pas de motion de censure, vous êtes 193. RN et LR vous bloqueront tous les votes. Ça dépend. Si, ils voteront. Vous serez en minorité. Vous serez en minorité systématiquement. Rien qu'avec ces deux partis. Et qu'est-ce que vous en inférez? Qu'il faut que les macronistes continuent de gouverner? Non. Bon, alors, si on est d'accord avec ça. Pardon, Raquel, je suis dans votre théorie. Les macronistes s'abstiennent, vous gouvernez avec la Premier ministre. Vous faites des lois. 193, vous aurez en face 204 voix en permanence. RN et LR qui vous bloqueront tout. Vous serez en minorité permanente. Pas forcément. Juste parce que vous avez beaucoup évoqué justement la leçon politique des précédents scrutins. Si on regarde en réalité qui a gagné l'élection aux européennes, c'est le RN. Le premier tour des législatives, c'est le RN qui arrive en tête dans la majorité des circonscriptions. Et là, vous vous apprêtez, par exemple, à faire en sorte qu'il n'ait droit à aucun poste dans l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne pensez pas justement que là aussi, il y a une forme d'incohérence de votre part qui consiste à nier le résultat politique de 30% du peuple français. Et à nier le résultat politique des précédentes échéances. On ne peut pas demander à un député RN de ne plus être député RN. Donc, il va de soi qu'il ne s'agit absolument pas de remettre en cause l'élection des députés RN. La question, donc déjà, voilà, attention. Il n'y a pas révocation, des députés RN. Il y a une option de destituer un député RN. Non, mais je veux dire, arrêtons non plus de trop dramatiser. Personne ne conteste leur élection. Et la question, elle est la suivante, c'est la question du fonctionnement du bureau. Bon, en 2022, Yaël Braun-Pivet s'est arrangé avec le RN pour les surreprésenter en réalité dans le bureau. Les surreprésenter par rapport à la répartition. On aurait dû avoir normalement au pointage, parce que en fait il y a un système de coefficients, chaque poste vaut autant de points, etc.
par rapport au nombre de députés qui vaut lui-même un temps de points, etc. Bon, il y a un système, il y a un calcul savant. Dans ce calcul savant, déjà en 2022, le groupe qui était le moins bien représenté, qui était donc représenté de façon inférieure à son coefficient, c'était la France vous vous insoumise. rangez, en fait. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'à cette époque-là, personne n'a dit il y a un problème, les insoumis sont sous-représentés ou la gauche est sous-représentée. Donc on a dit oui, c'est normal. On appelle M. Chenu, Mme Diaz, etc. Vice-président formidable. Vous avez l'impression que ça se reproduit. C'était fondamental, la commission des finances. Vous pensez que cela va se reproduire justement jeudi sur ces postes qui vont être justement attribués? Sur le perchoir, sur les différentes commissions? On va voir. Moi, j'ai pas fait les calculs sur les questions de points, etc. Et je sais pas comment. Je peux expliquer les points si vous voulez. Alors, on va pas rentrer trop dans le détail technique. Mais en tout cas, surtout que il y a 35,5 points à répartir. Chaque poste vaut un certain nombre de points. La présidence c'est 4 points, les questeurs c'est 2,5, les vice-présidents c'est 2, les secrétaires c'est 1. Bon. Et on fait ça à la proportionnelle des groupes. Ça fait 25 ou 24 ou 25% le nouveau Front populaire. On fait d'abord l'élection de la présidente ou du président. Ça bouffe 4 points. C'est-à-dire que si par exemple Madame Genevard était élue présidente, étant donné qu'elle a un groupe assez restreint, ils auraient rien d'autre. Elle boufferait les 4 points et ensuite, à travers la conférence des présidents de groupe, on se répartit les choses au prorata. Bon. Alors ça marche quand il y a un accord de tous les groupes de répartition. Là, il n'y aura pas d'accord de tous les groupes de répartition. J'aimerais qu'on avance. J'aimerais qu'on avance un peu sur notre débat, puisque ce soir, Fabien Roussel a fait ce communiqué, en tout cas a retweeté le communiqué des députés communistes, qui explique, voilà, sage proposition des députés communistes, il faut sortir par le haut. Le vote des députés du nouveau Front populaire pour désigner le futur Premier ministre est une solution. Il est encore temps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pas de consensus. Désormais, on va au vote. Est-ce que selon vous, la France insoumise, dont vous avez fait partie et dont vous avez souvent dénoncé le fonctionnement, va accepter justement cette proposition ? Les députés insoumis devraient l'accepter. C'est une chose, ce que fait Jean-Luc Mélenchon et puis Manuel Bompard. Une autre en est le comportement des 70 députés insoumis qui sont des députés Front populaire, comme je l'ai bien démontré tout à l'heure. Et je ne vois pas au nom de quoi ces députés-là ne se rendraient pas à une réunion plénière des députés. Au nom d'une hiérarchie que vous avez dénoncée, qui peut être parfois un peu autoritaire, ils en rendront compte auprès de leurs électeurs. Parce qu'ils savent qu'ils auront perdu. Mais pourquoi perdre? C'est pas du tout. Parce que le candidat qui sera désigné aura les voix du Parti socialiste, des communistes et des écologistes. Mais attendez, c'est le risque. On parle réalité. Il y a quelques 200 députés. Il faut que les personnes, les impétrantes, viennent se défendre. Si Laurence Soubiana vient et qu'elle fait une piètre démonstration, qu'elle dit des choses qui sont inacceptables pour un député socialiste, elle n'aura pas les voix des députés socialistes, quand bien même les chefs l'avaient proposé. Ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que on est un peu trop focalisé sur le huis clos des chefs de parti. Là, vraiment, si on demandait individuellement et sincèrement à chaque député qui a son électorat dans le dos, de se positionner sur la question du Premier ministre, il aurait quand même plusieurs critères. Et le premier d'entre eux, c'est la question de la. Les chefs de parti sont structurants dans toute cette alliance-là. Et si aujourd'hui Fabien Roussel fait un communiqué de presse, c'est justement la preuve qu'il sait que ça ne marche pas dans la négociation. C'est un moyen à la fois de mettre un petit coup de pression et surtout, je pense qu'on est plutôt dans une bataille de récits. Aujourd'hui, ces 4 chefs de parti sont en train d'essayer d'imposer le récit, de savoir qui sera le responsable de la division. Et donc ils essaient tous de se passer le mistigris de c'est toi qui vas diviser. Et puis désormais l'heure est grave. On l'a entendu ce matin, Fabien Roussel. On a également entendu François Ruffin qui s'est exprimé sur notre antenne. Il parle d'une honte des dirigeants du nouveau Front populaire. Écoutez. En tout cas, c'est une honte. Et nos dirigeants, là, se pas à la hauteur des gens qui ont glissé un bulletin de gauche dans l'urne en y mettant un peu d'espoir. Donc maintenant, il faut en cesser avec les apparatchiks et avec les cartels des partis. Il faut sortir de ça. Mais on voit qu'il y a comme un espèce de ping-pong entre la France insoumise et le Parti socialiste. Et encore, je dis pas tous les adhérents de la France insoumise ou tous les adhérents du Parti socialiste, même pas les députés, mais juste leurs dirigeants qui aujourd'hui, jouent à se renvoyer la balle avec d'un côté Huguette Bello, c'est non, de l'autre côté Laurence Soubiana, c'est non, et on joue là au tir au pigeon.
Il a bien résumé. Il le dit sans ménagement, mais il dit la même chose que moi. Oui. Ça fait une semaine que je le dis. Je pense qu'il faut qu'on incarne une pratique démocratique différente à celle du macronisme. Et en plus, on y gagnera en efficacité pour la suite. Parce que premièrement, la personne, comme vous l'avez bien souligné, et là vous avez tous raison, que la personne qui sera Premier ministre au nom du Front populaire aura du mal déjà à être nommée par le président. Ensuite, aura du mal à se faire respecter dans cet hémicycle. Elle a besoin d'un groupe derrière elle, uni, fort, cohérent. Donc il a élu. Pour ça, mais évidemment. Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi besoin de grandir, en fait, sur le plan des pratiques démocratiques. Et c'est évident qu'il y a des programmes et des histoires différentes, des nuances. C'est logique, enfin, je veux dire, c'est normal en réalité. On n'est pas monolithique. Et donc, comment on arbitre au quotidien ces nuances par le vote, en fait. Alors, par le vote, autant que possible, le plus souvent possible. Allez-y, Christophe. Manuel Bompard dit le problème, c'est que si on vote pour le Premier ministre, il faudra voter pour tous les postes. Qui va à Bercy, qui va à l'intérieur, tout le monde va vouloir voter. Oui, c'est pas possible. C'est un argument n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est ça ? Non. C'est ce qu'il dit. Ensuite, le Premier ministre impose son gouvernement. Voilà. Deuxième objection, est-ce que fait mandat au Premier ministre? On n'est pas dans un soviet, quand même. C'était l'objection de Manuel Bompard, dont je faisais le porte-parole, ce qui m'arrive de temps en temps. Deuxième objection, est-ce qu'on ne fait pas fausse route, tous, dans notre réflexion? Est-ce que finalement, la vérité, c'est que la France insoumise ne veut pas gouverner? Ne veut pas qu'il y ait le gouvernement Front populaire. Sa stratégie est ailleurs. Mais bien sûr, c'est la stratégie de l'ingouvernabilité, d'un chaos dont le responsable sera considéré comme étant Macron, et c'est vrai, c'est lui qui a allumé la mèche, et donc à terme, c'est d'arriver dans un an à une France tellement ingouvernée que même s'il y a une nouvelle dissolution, c'est la démission du président de la République qui apparaîtra comme une clé possible. Quand on a lancé l'idée de l'association après, l'association pour la République écologique et sociale, c'était pendant les élections européennes. On voyait que la guerre vraiment était très très dure. Au sein de la gauche. Différentes listes, à coups de génocidaires, antisémites, etc. Vraiment, on sentait que ça allait très très loin. Et on s'est dit, on aura 2 ans pour refabriquer l'unité de la gauche en vue des élections présidentielles de 2027. Et c'est la raison pour laquelle, pendant les élections, on a dit on va faire une association sur le modèle de ce qu'on avait fait avec Mélenchon il y a longtemps, qui était PRS, pour la République sociale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, nous étions au PS encore, en 2004, en 2005. À partir de 2004, on a fait une association où en fait c'était un club de réflexion en quelque sorte. On pouvait rester membre du Parti socialiste ou d'un autre parti et être à PRS. Donc notre idée, dans la presse, c'était ça. Et on a travaillé là-dessus. On a déposé les statuts le 21 mai. Et finalement, avec la dissolution, ces 2 années où nous pensions qu'on allait avoir 2 ans pour refaire l'union, s'est contracté en 4 jours. Absolument. Mais le diagnostic que nous avions posé était le bon. Mais après, c'était qu'il y avait besoin de ce trait d'union, il y avait besoin de cette unité. Parce que ce soit 2025, 2026, ou même si ça va par miracle jusqu'au bout de 2027, ce mandat de Macron, aucun de nous ne peut gagner seul. Aucun de nous ne passe au second tour seul. Et la thèse de Jean-Luc Mélenchon, qui était qu'il arriverait lui à passer seul au second tour et que là tout le monde viendrait faire le vote utile, mais même en gros, ça fait que 27%. Est fausse. Elle a été démontrée dans au moins 2 circonscriptions très importantes. La Somme, celle de François Ruffin, où la victoire de François Ruffin a été gagnée au prix d'une rupture très nette et même, je dirais, violente à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, ce qui est un renseignement sur comment on gagne. Et dans une autre circonscription, la circonscription de Alexis Corbière en Seine-Saint-Denis, où là, Jean-Luc Mélenchon aurait pu dire mais là, je suis en osmose avec l'électorat de Seine-Saint-Denis. Ça ne répond pas à la question de Christophe sur... Si, ça répond. Parce que si vous admettez qu'il n'y a pas de chemin électoral pour un mélenchonisme pur et dur, ni dans la Seine-Saint-Denis, ni dans la Somme, ça veut dire que même les insoumis n'ont plus aujourd'hui de stratégie de victoire à la présidentielle. Ce qu'il y a quand même d'inquiétant pour vous, c'est que les stratégies d'union, ce qui est inquiétant pour vous, c'est que les stratégies d'union n'ont aucun gain en termes d'intention de vote. Et même un certain recul. Quand on fait, par exemple, entre les élections européennes, le total des voix de gauche, vous faites l'union et vous ne progressez absolument pas, vous reculez. C'est ça qui est très inquiétant. En 2022, écoutez, en 2022, on a fait 22% à la présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon, et la NUPES, on a fait 26%, et là, sur le Front populaire, on fait 29. 28, 28. C'est trop court. Donc on progresse. Non mais on progresse et on passe premier, on passe surtout devant les autres. Si j'ose dire, est-ce que après n'arrive pas trop tard? Non, c'est le Front
c'est le Front National qui est en tête. Ça ne fait que commencer. Par rapport à la dynamique Ça ne fait que commencer. Dans la gauche, vous dites France Ah oui, Insoumise. dans la France Insoumise. J'aimerais qu'on avance. Le bloc. Du pays, non, vous avez le RN. J'aimerais qu'on avance, pardonnez-moi, j'aimerais qu'on avance sur les propos d'Emmanuel Macron en Conseil des ministres aujourd'hui, puisque le président de la République a expliqué que la responsabilité de la majorité sortante, c'était de mettre une proposition sur la table en vue d'une coalition majoritaire ou d'un large pacte législatif. J'ai l'impression que deux visions désormais s'opposent. La vôtre, c'est-à-dire une vision institutionnelle en se disant on est arrivé en tête de ces élections législatives, c'est à nous de gouverner, et une vision plus arithmétique et plus concrète, quelque part, d'Emmanuel Macron, de Renaissance, des Républicains. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'on est là-dedans ? Moi, je pense que la vraie différence entre Emmanuel Macron et moi, c'est qu'Emmanuel Macron refuse d'exercer son rôle dans le cadre d'un périmètre constitutionnel qui lui est imposé. Le principe constitutionnel, ça veut dire c'est l'acceptation de gouverner dans un cadre de limite de son pouvoir tel qu'il est posé par un texte suprême. Ce texte, il dit que cette personne-là, son pouvoir, c'est de nommer le Premier ministre. Pas de constituer le gouvernement, pas de constituer des majorités législatives. On ne donne pas dans la Constitution les conditions de la nomination. Hein. Pardon, mais là, quand il commence... C'est pas écrit noir sur blanc. La séparation des pouvoirs, qui est aussi vieille que les Lumières, que la philosophie des Lumières et Montesquieu, prohibe qu'un président de la République, un chef de l'exécutif, commence à donner son avis sur les majorités législatives. Enfin, c'est la maternelle de la démocratie. C'est la maternelle de la démocratie. Donc là, il faut que cet homme-là lise la Constitution et commence par la respecter. Parce que s'il ne respecte pas la Constitution dont il est le seul garant, il ne sera pas lui-même respecté comme autorité. Qui est censé nommer un Premier ministre qui constitue une majorité. Perico Léga, je vous donne la parole dans un instant. C'est vous qui rajoutez. Olivier Vial et après Pardon. Dans la phrase, effectivement, dans ce qu'on voit de ce que dit le président de la République, on voit bien effectivement qu'il ferme la porte qu'il ferme la porte à un gouvernement NFP et qui va jouer le temps. Et que malheureusement, plus le temps avance, plus Jean-Luc Mélenchon devient son allié objectif en montrant effectivement que la constitution d'un gouvernement semble peu probable, qu'il y a des tensions, et plus il y aura de tensions, plus effectivement la création d'une autre bloc majoritaire va pouvoir apparaître comme une solution. Il va même peut-être, grâce à ça, obliger la droite à s'allier à lui, parce qu'il n'en a pas envie aujourd'hui, mais qui demain... Parce que justement, il y a... Qui en a un peu plus envie. Laurent Wauquiez a d'ores et déjà évoqué la solution du pacte législatif. Oui, le pacte législatif, mais effectivement, ça peut aller plus loin, parce que si demain, effectivement, il y a un blocage, si demain on a encore des positions très radicales de Jean-Luc Mélenchon, eh ben il y a un électorat, on le voit bien aujourd'hui, un électorat de droite qui se dit faites tout ce que vous voulez, mais il faut empêcher LFI d'entrer au gouvernement. Et donc ça, effectivement, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il a objectif de la stratégie d'Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas candidat à être Premier ministre, là. Non, donc, il est candidat à empêcher qu'il y ait une il est candidat à la présidentielle de 2027. Et donc, il fait tout pour qu'il n'y ait pas de... Et je viens de vous expliquer que cette voie, elle est singulièrement bouchée. On en revient à ce qu'a dit, pardon. Donc tout de suite, là, ce qui se pose à nous, tout de suite, c'est de faire en sorte que le président de la République préside et qu'il arrête de tricher, en fait. Parce que toute haute manœuvre, c'est de la triche. Vous avez raison. Il vous écoute. Il nomme demain matin un socialiste qui est un homme d'État. Oui. Bernard Cazeneuve. Vous votez pour lui? Eh bien, Bernard Cazeneuve, il ira devant le groupe des députés, Front Populaire, démontrer ce qu'il a à dire. Et le groupe des députés Front Populaire, peut-être que appréciera. Exactement. Moi, si j'étais député Front Populaire, je n'apprécierais pas qu'on me mette Cazeneuve. Mais, je veux dire, c'est le pouvoir du président de nommer Cazeneuve. Et après, c'est aussi le pouvoir des députés. Il n'est pas obligé de venir devant les députés du Front Populaire, Cazeneuve. Il peut faire un gouvernement, Macron le valide, et il vient devant l'Assemblée demander la confiance. Dans ce cas-là, ne dites pas qu'il nomme un gouvernement Front Populaire. Dans ce cas-là, c'est autre chose. C'est une manœuvre. C'est encore une manœuvre de triche des macronistes. François Hollande, Cazeneuve à gauche, et puis il nomme un gouvernement composite. Même les socialistes votent pas pour Cazeneuve. Ce temps perdu par le nouveau Front Populaire, en tout cas perdu, qui n'est pas gagné, ce n'est pas justement renforcer cette coalition entre le président, la droite, et justement peut-être... Ça fait le jeu de Macron, c'est sûr. Ça fait pas le jeu, justement. C'est un temps perdu. Votre tour. C'est un temps perdu qui laisse un avantage facial à Emmanuel Macron, c'est certain. Alors que toute la pression ne devrait être que sur lui. Toute la pression ne devait être que sur lui. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le seul. On ne peut pas passer à l'article 20 de la Constitution, qui est le pouvoir du Premier ministre, si on n'a pas d'abord respecté l'article 8. Enfin, je veux dire, c'est une question logique. Et après, on en vient au pouvoir de l'Assemblée nationale qui sont encore en bas.
et les articles 30 et ainsi de suite. Et pourquoi est-ce que nous, le Front populaire, on a mis en scène un narratif autour du suspense, autour de nos hésitations, alors que, pardon, ça pouvait être fait et rapidement, en réunissant la plénière des députés. Et à ce moment-là, la pression, elle était comme dans les faits. S'il applique à la lettre, il nomme un Premier ministre Rassemblement National. C'est le premier groupe de l'Assemblée. Dans la mesure où vous n'êtes pas assez unis, vous n'avez pas prouvé votre unité. Alors, c'était un des enjeux de faire le groupe unique. Un des enjeux de faire un groupe unique tel que nous l'avions proposé dès 2022. Ensemble les députés de l'après ont proposé ça. Clémentine Autain a proposé ça, Alexis Corbière a proposé ça. Bien sûr, il y avait un enjeu à faire un groupe unique. Bon, ça n'a pas marché, mais il n'en demeure pas moins que le bloc Front populaire est quand même le plus important dans l'hémicycle et qu'à ce titre-là, il faut arrêter. Mais avec des voix macroniennes, comme il y a eu des députés macroniens avec des voix France Insoumise aussi. Allez, je donne un autre nom, Aurélien Rousseau. Il est parti vers le Front populaire. Il a travaillé dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Voilà. Je sais qu'il y a des partisans pas loin de moi de cette solution. Il est sort comme la polichinelle du chapeau. Non, on en a discuté. C'est mon idée. Je vous réponds par la méthode. En fait, ce qui intéresse les Français, c'est pas forcément que le nom, c'est aussi qui va décider comment on va décider. Donc c'est Emmanuel Macron, donc il n'y a pas de méthode, c'est lui qui décide. Donc c'est pas le président qui nomme, c'est vous les députés. Mais attendez, la Constitution, c'est le président qui nomme. Qu'il attend un candidat de la gauche, personne ne lui propose rien. Mettez-vous à sa place. Que le président de la République ait habilement joué de cette pression faite sur le Front populaire, c'est une chose. Mais du coup, puisqu'on en est là, eh bien, poussons l'avantage. Créons une pratique parlementaire qui est nouvelle par rapport, qui est disruptive par rapport à la Ve République. Vous voulez que Macron nomme un Premier ministre à condition que ça soit celui que vos députés aient élu. Non. C'est pas la Constitution. C'est pas la Constitution. Je dis juste qu'il y a deux. Chacun est sur son chacun est dans son couloir. Chacun est dans son couloir. C'est pas la cinquième. Quand bien même il y aurait l'audition d'un impétrant, quand bien même il y aurait un vote ultra majoritaire des députés, le président n'est pas constitutionnellement tenu de bien sûr. Mais après, politiquement, c'est autre chose. C'est comme si vous me disiez que là, par exemple, les négociations entre les quatre, c'est écrit nulle part dans la Constitution que ça doit avoir lieu. La logique constitutionnelle aurait été que le 8 juillet, le président de la République appelle les chefs de parti du Front populaire, demande un peu... Il aurait dû, selon vous. Évidemment qu'il aurait dû. Dans toute société démocratique, c'est ce qu'il aurait eu lieu. Enfin, le fait que le président de la République se plante dans sa tour d'ivoire... C'est ce qui était prévu, Christophe, par l'Élysée en cas d'avance du Rassemblement national. Il aurait appelé Bardella direct. S'il y avait une majorité... Bardella, bonjour, comment ça se passe pour votre arrivée? S'il y avait une majorité absolue, c'était évident. S'il y avait un groupe qui avait eu une très large avance, oui, il en appelait le chef désigné. Mais le problème, c'est que le Front populaire n'a pas de chef désigné. Qui voulez-vous qu'il appelle? Où on met le curseur de large avance? Il a une petite avance et pas de chef. Si demain il y a un nom qui n'existe pas. Mais non, mais si le RN avait été fort comme 230. Voilà. Il l'appelait tout de suite. Il n'y a pas de problème, ça c'est clair. Mais même à 190. Si le RN avait été les premiers. Bien sûr, il l'appelait puisqu'ils avaient un chef qui s'appelait Bardella. Il l'appelait, Bardella aurait dit je refuse, j'ai pas la majorité. Pure spéculation. Non, c'est surtout ça, c'est spéculation. Tous les autres avaient dit qui serait leur candidat. Donc qui l'appelle? Moi, je dis ce qu'il aurait fait. En fait, ce qu'il aurait fait Emmanuel Macron, si on observe sa pratique, il aurait commencé à dire non, mais peut-être qu'en fait, il ne faut pas que ce soit l'extrême droite parce que vous comprenez, nanani, nanana. Non. En fait, ces gens-là n'ont aucun principe. La bonne question. Il décroche son téléphone et il appelle qui? Quel numéro? D'abord, il peut appeler les 4 présidents de parti, ça va. Ah bah d'accord. Donc c'est le régime des partis. Ah, le président est fatigué. Non, ça c'est le régime des partis. Pardon, il appelle un petit peu du bricolage. Il appelle les responsables de groupe. Présidents de parti. Il appelle qui il veut. Mais attendez, moi je ne comprends pas. Vous passez vos journées à pleurer parce que soi-disant la France n'est pas un pays de dialogue et de coalition. Vous avez là une coalition de 4 groupes qui sont effectivement d'histoire et de culture politique différentes. Ils viennent analyser. La beauté du geste de ce que nous faisons précisément, c'est d'avoir réussi. Non, mais ça tient pas la route une seconde. Et là, maintenant, vous dites, ah non, mais très bien, appeler 4 personnes, ils viennent analyser tous les 4 pour le goûter. Ils donnent quel nom à la sortie du goûter, les 4?
Ça fait 10 jours qu'ils en cherchent un sans que Macron les ennuie. Ils sont pas capables. Donc vous croyez qu'à l'Élysée autour du thé, ils se seraient mis d'accord en 5 minutes pour dire c'est ça? Non, non, non. Le République a beaucoup Votre d'autorité. méthode ne tient pas. Celle de Macron ne tient pas. Ma méthode, c'est la plénière des députés NUPES. Oui, est-ce que, pardonnez-moi, et un vote. est-ce que justement, Un vote que Christophe, tout le monde doit respecter. est-ce que nous ne sommes pas en train de basculer une forme d'une verticalité présidentielle et une horizontalité Mais bien sûr. de une pratique du pouvoir qu'on ne connaît Totalement pas différent. en France, Alors, on la connaît. et que cette transformation se On fait la dans la connaît. douleur. Ça se On fait la dans la douleur, connaît. dans le débat. On la connaît, cette horizontalité. Ça s'appelle la 4e République. Avec ce qu'elle avait de pire, on l'a beaucoup dit, et la 5e a construit sa mythologie, le régime des partis, etc. Et ce qu'elle avait de bien aussi, c'est que les gouvernements, tout en étant instables, les personnels s'échangeaient, on se parlait beaucoup. Le centre nerveux, c'était au Parlement. Et le président de la République, en effet, consultait tout le temps. Qu'est-ce qui se passait quand un gouvernement tombait sous la 4e? Auriol, puis Coty, faisaient venir, non pas les chefs de parti, mais souvent les chefs des groupes, qui étaient parfois les mêmes. Il leur disait, bon, je pense nommer monsieur Dupont. Est-ce que vous votez contre? Est-ce que vous votez pour? Est-ce qu'il peut avoir une majorité? Il faisait le tour de tout le monde. Et à la fin, en ayant testé Dupont, Martin, Durand et les autres, il voyait que celui qui avait réuni le moins de votes contre lui, c'était X. Et c'est celui-là qui était nommé. Et pendant un temps, il gouvernait parce qu'en effet, il n'avait pas de coalition contre lui. Puis il finissait par tomber sur le un président de la République, n'est pas élu au suffrage universel. Et le gouvernement dirait 7 mois de moyenne. Évidemment. 7 mois de moyenne. Est-ce que Macron aura la sagesse de se comporter un peu comme un Auriol ou un Coty, ou comme un président italien, Pourquoi comme ça Mattarella ou fonctionne d'autres? chez nos amis étrangers Parce que Parce c'est qu'il d'autres n'est qui pas étaient élu au suffrage universel. Non, faut et que utiliser les mots. le chef de l'exécutif est Roselyne. issu de la majorité Roselyne, parlementaire. Laissez terminer Non, mais Roselyne, je réponds. justement. Ce sont des majorités, ce sont des systèmes parlementaires. Oui, bien sûr, mais c'est Et ce là, que la je te dis. 5e. Mais ce que je te dis. La 5e est Là, la une- 5e est allée Ne un me petit peu reprends trop. pas, Non, mais non, non. justement, exactement Roselyne, dire. terminez votre réflexion là-dessus. Voilà, donc il faut changer, si on veut aller dans ce système parlementaire, il faut arrêter d'élire le président de la République au suffrage universel parce qu'il a un rôle de surplomb, aller vendre aux Français dans un référendum le fait de ne plus élire leur président de la République au suffrage universel. Ah, je suis pas inquiet. Ah non, mais écoute, Jamais ils voudront. je vais jusqu'au bout. Ah ben, on verra. Parce qu'un jour, ça se posera. Alors évidemment, plus de motion de censure, plus de choses comme Plus de ça. dissolution. Attention, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Si, il peut y avoir une motion de censure, ma condition qu'elle soit constructive. C'est-à-dire ce qui existe en Espagne ou en Allemagne, une motion de censure avec une solution. Et le chef de l'opposition devient Premier ministre tout de suite. Et il justifie de sa majorité. Sur cette question. Oui, je pense que la question du changement de nos institutions, de leur évolution vers quelque chose qui respecte des standards démocratiques plus modernes, est en fait au cœur de tout ce Oui, qui nous bien sûr, arrive. ça je suis d'accord. Il y a aussi. d'ailleurs actuellement une pétition en ligne, je ne sais pas si vous l'avez vu, lancée par Clément Viktorovitch pour une assemblée constituante. L'assemblée constituante, c'est la France qui a sécrété ce format de souveraineté constitutionnelle, et on en est là en fait. C'est-à-dire que c'est le moment où chacun doit dire un peu, selon lui, quelle serait la meilleure façon de décider tous ensemble. Alors, certains vont dire il faut qu'on n'ait plus du tout de 49.3, certains vont dire il faut qu'il y ait un vote obligatoire, certains vont dire il faut que on garde un président de la République, certains diront en fait on n'a plus besoin du tout de président de la République, il nous faut un exécutif responsable, un Premier ministre responsable devant l'Assemblée. Il y a beaucoup de choses à imaginer. Pour une 6e. Plus de référendums ou moins de référendums. Donc, vers une 6e République, est-ce que finalement Au départ de la 5e République, le président de la République n'était pas élu dans le suffrage universel. Les propos de Jean-Luc Mélenchon pendant des années, ces dernières années, en tout cas sur cette 6e République, c'était pas un peu prémonitoire sur ce qui nous arrive en ce moment? Et rendons à Arnaud Montebourg aussi l'antériorité. Oui, et moi-même, j'ai quand même écrit aussi quelques livres là-dessus. Et pendant 2 ans, j'ai mené un groupe de travail à l'Assemblée nationale sur la 6e République. C'est quand même ce sur quoi je me bats depuis plus longtemps, qui est le plus constant dans mon engagement politique. Parce qu'en fait, finalement, tout dans la vie politique française peut être analysé à l'aune du fonctionnement institutionnel. C'est la monarchie présidentielle qui sécrète en fait des pratiques et des crises. Sauf et que aujourd'hui, on en est là où le peuple français finalement. Mais elle en a en quelque résolu au sorte- départ de la 5e République. Elle est issue de notre oui. dans notre La histoire. crise d'Algérie, Dans notre la histoire, guerre hélas, d'Algérie. hélas, les nouvelles constitutions, les nouvelles républiques n'arrivent que quand il y a des révolutions, des guerres civiles comme la guerre d'Algérie, ou bien des invasions par des armées étrangères. Ça va pas ou un résoudre les militaire qui problèmes prend le pouvoir. actuels, la 6e Raquel, République. réponds un instant. l'heure est venue. Imaginons qu'ils se mettent d'accord sur votre nom au Front Populaire. pour Sur aller moi au titre. Oui. Est-ce que vous y alliez Mélenchon, dans un acte de repentance, je me suis planté, j'aurais pas dû l'évacuer. Et finalement, vous êtes le consensus. Parce Arrête, que... je vais- Non, Je veux parce bien qu'elle comme a un appel. discours. Moi, je veux bien comme appel pour si on fait l'Assemblée constituante. Olivier Là, Vial. je serai disponible. Que vous avez Non, mais votre ministre de effectivement, l'Agriculture et de l'autre, l'Alimentation. La 5e République, elle fonctionne très bien dès lors qu'on a des clivages politiques très clairs. Et en Net. fait, celui qui a vraiment, je pense,
tuer ce régime-là pour l'instant, parce que je pense que ça, justement, vu que c'est une question de pratique, ça peut revenir. C'est Emmanuel Macron avec eux en même temps. Ce sont les Français. Non, c'est pas les Français, parce qu'en fait, il y a aussi une question d'offre dans la politique. Macron, Au moment où on a cette politique d'offre qui a consisté à vouloir justement et c'est une vieille tendance, vouloir remplacer la politique par la morale en essayant de faire croire que il y avait des extrêmes d'un côté et un camp raisonnable, et ça effectivement ça avait commencé un petit peu avant Macron, mais ça effectivement ça tue la politique. Enfin, et ça si la droite avait été moins nulle et la gauche moins incompétente, ça serait peut-être pas passé. Mais par contre on a quand même besoin de ce clivage, parce que c'est le seul, et on le voit dans d'autres pays, si on n'a pas ce clivage là, on n'a plus la culture de l'alternance et on crée des conflits qui sont ingérables. Les Français n'en veulent pas. Les assassins de la Ve République, c'est Lionel Jospin et Jacques Chirac, en jumelant la législative et la présidentielle, et en mettant surtout la législative après la présidentielle. Ce jour-là, ils ont tué. Le grand divorce, me semble-t-il, le grand divorce qui existe, c'est entre les citoyens et les gouvernants, parce que notre système, en fait, il est à l'envers. La démocratie, je le rappelle, ce ne sont pas des gouvernants qui disent quoi faire aux gens, c'est des gens qui disent quoi faire aux gouvernants. C'est ça la démocratie. Or, la Ve République est un système en vertu duquel, en permanence, le pouvoir exécutif peut s'asseoir allègrement sur les citoyens, ceux qui provoquent de l'abstention, ceux qui provoquent ils n'ont pas toujours raison, l'éloignement des gens vis-à-vis de la politique. Faut pas demander impératif quand même à la 6e République. Oui, c'est ça. Pas demander impératif. Alors non, en revanche, moi je suis pour le droit de révoquer les élus en cours de mandat. Pas pour le mandat impératif, parce que je pense que toute assemblée doit pouvoir s'auto-convaincre et fabriquer ce qu'ensuite on va appeler la volonté générale, l'intérêt général. Mais quand même, je suis pour sortir du régime d'impunité de la Ve République, et qui commence par celui du président de la République, qui fait exactement ce qu'il veut, compte tenu du fait qu'il est irresponsable au sens constitutionnel du terme. Et ça, c'est pas possible. L'irresponsabilité politique. Vous faites une erreur, peut-être pas vous, parce que vous faites des erreurs et on vous regarde quand même, mais je veux dire, mais les gens à la maison, quand ils font des erreurs au boulot, ils se font virer. Vous faites une sanction, un crime, vous êtes punis. Et les politiques, eux, le président de la République, en fait, quoi qu'il n'a pas de prise sur lui. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et donc, ça dégoûte les gens. Et là, c'est le moment que les gens reviennent en politique. Et la participation très forte qu'il y a eu à l'élection dernière, dire que les Français sont politisés. Je pense quand on disait que les Français un signal qui doit pas. être compris 5 sur 5, qui devrait être écouté par l'Élysée. Parce que là, l'Élysée, il ne faut pas qu'il pense qu'il travaille dans un vase clos où personne ne le regarde. Tout le monde a bien compris qu'il était responsable de tout ce bordel. Alors Raquel, à ce moment-là, le message des Français, le 7 juillet, c'est 3/3, c'est entendez-vous pour gouverner la France. Et vous devez l'écouter aussi. D'où la proposition d'union sacrée que formule quelqu'un comme Aurélien Pradier. Comme vous allez vous répartir les postes à l'Assemblée, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a de la place pour tout le monde, chaque groupe a droit à avoir des postes de responsabilité. Et si on faisait ça pour le gouvernement, y compris en allant vers les doux du RN, si j'ose dire. Oui, vous serez favorable d'ailleurs à un gouvernement d'union nationale? Non, parce que je pense que précisément alors, pour revenir à l'aube de ce que nous étions les Insoumis, quand nous avons émergé comme groupe politique à gauche et qu'en bout de course on a fini par prendre le dessus sur la social-démocratie, pourquoi? C'était parce que les gens en avaient ras-le-bol, qui votaient à droite et à gauche, et les gens pensaient pareil. Sur l'Europe, ils pensaient pareil. Sur l'économie, ils pensaient pareil. Et donc, le fait qu'il y ait une indistinction entre des offres politiques rend en fait caduque le geste de voter. Voter n'a d'intérêt que si vous départagez des options distinctes, différentes. Les gens se mettent d'accord dans votre dos, il n'y a plus de démocratie. Si on va par là, 71% des Français ont voté contre vous, si on va dans ce calcul-là. J'aimerais qu'on se quitte sur une image, c'est celle de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui à la sortie du Conseil du ministre, a eu ce geste, en regardant les journalistes d'ailleurs, a enlevé sa cravate après justement ce dernier Conseil des ministres du gouvernement. C'est vrai que Olivier Vial, Gérald Darmanin, il envoie des SMS, semble-t-il, en tout cas à Renaissance pour rejoindre les Républicains. Là, on est dans la com. On est dans la com, mais en tout cas, très clairement, c'était Édouard Philippe qui disait que la poutre bouge. Là, la poutre bouge. La poutre travaille dans le camp Renaissance. Et effectivement, Gérald Darmanin et toute l'aile droite de Renaissance fait passer des messages, et des messages qui sont à la fois plutôt favorable à LR et aussi de défiance, en tout cas de défiance modérée vis-à-vis de Gabriel Attal. Darmanin sans cravate, c'est pas Darmanin en vacances, il y a les jeux, c'est Darmanin en campagne. C'est aussi libre. celui qui commence à penser à son destin personnel. Quand il est à Tourcoing, c'est la proximité, comme vous le disiez. Et donc voilà, c'est Darmanin 2027 qu'il essaie de vendre.
Darmanin en campagne. Oui, moi ça me crispe un peu tous ces commentaires sur des détails vestimentaires. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le fond des dossiers. Il y en a certains Je voulais qui mettaient des crocs roses pour aller au Conseil des ministres. Non, mais attends, je fais une communication sur mon opposition à la fusion des entreprises du service public de l'audiovisuel, et dans un journal de référence, on parle autant de la broche sur mon tailleur que de mes propos. Bon, on en a parlé. Ça commence à me gonfler. On en a parlé 30 secondes, Roselyne, sur 2 heures d'émission. Ça bien. va. Bon, merci pour votre indulgence. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à cette émission. C'était passionnant parce que finalement dans ce chaos entre guillemets politique, il y a des idées qui émergent et je pense que c'est une bonne chose pour le pays.